Au nom d'IMT Minalbi, j'ai l'honneur de vous accueillir à la conférence Amérique latine-Union européenne, une troisième voie pour un monde post-Covid, organisée dans le cadre de la 8e édition de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, mise à l'honneur par la France du 27 mai au 12 juin. Rappelons que les relations économiques et culturelles sont nombreuses entre la France et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. D'ailleurs, la France est l'un des 2 seuls pays de l'Union européenne, avec les Pays-Bas, à partager des territoires communs avec cet ensemble géographique. Après l'organisation d'une première conférence en juin 2019 et suite au report de l'édition 2020, IMT Minalbi est fier de renouveler sa participation à cette manifestation interculturelle. Cette conférence s'inscrit dans le cycle d'internationalisation d'IMT Minalbi qui donne à nos élèves ingénieurs à voir et à écouter autrement le monde. La virtualité nous permet aujourd'hui d'ouvrir à un large public ces interventions et ce soir, nous comptons plus de 80 participants de 10 pays. La conférence d'aujourd'hui est interprétée en langue espagnole. Alors, quels sont les liens entre IMT Minalbi et l'Amérique latine? Ils sont nombreux. Nous avons plusieurs collègues enseignants-chercheurs originaires du Brésil et de la Colombie. Je salue notamment Maria Inés Rey, Sueña de Paiva et Marta Orellano. 21 accords de coopération ont été signés avec des institutions académiques de premier plan. 32 élèves actuellement scolarisés à IMT Minalbi viennent de Colombie, Mexique, Brésil, Pérou et Salvador. Plus de 40 diplômés aujourd'hui vivent et travaillent dans cette région du monde et plus de 50 diplômés sont originaires de 10 pays de cette région. Pour toutes ces raisons, IMT Minalbi souhaite participer et faire connaître au grand public la richesse de ce continent, si loin des yeux, mais si proche du cœur. Depuis quelques années, le monde vit des transformations majeures que la crise sanitaire a accentuées avec la crainte d'un monde bipolarisé. Les défis auxquels sont aujourd'hui confrontées nos sociétés sont considérables. Apporter aux enjeux globaux du climat, de l'environnement ou de la santé une réponse à la hauteur des ressources et des vulnérabilités. Autant de défis socio-économiques et de verrous scientifiques au cœur des enseignements et des travaux de recherche réalisés à IMT Minalbi, une grande école d'ingénieurs qui allie sciences et humains pour une société agile et durable. Donc, de nombreuses questions se posent sur la place de la France et de l'Europe dans le monde. Sommes-nous encore capables de peser sur les affaires du monde? Comment faire valoir nos opinions, nos différences? Et surtout, face à ces 2 géants que sont les États-Unis et la Chine, ne gagnerions-nous pas à développer davantage une 3e voie entre l'Union européenne et l'Amérique latine? Telles sont les questions que nous soulèverons ce soir avec les 2 conférenciers que j'ai le plaisir d'accueillir, messieurs Carlos Ominami et Christophe Ventura. Docteur Carlos Ominami, vous êtes économiste, docteur de l'Université Paris X Nanterre. Vous avez été ministre de l'économie du Chili lors de la transition démocratique et sénateur du Chili pendant plus de 15 ans. Vous êtes membre du groupe de Puebla qui réunit des ex-présidents et des intellectuels de l'Amérique latine progressiste. Quant à vous, docteur Christophe Ventura, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, IRIS, et responsable du programme Amérique latine-Caraïbes. Vous êtes l'auteur notamment de L'éveil d'un continent, géopolitique de l'Amérique latine et de la Caraïbe, et vous publiez régulièrement articles et analyses dans différents journaux et revues. Messieurs, je vous remercie de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je souhaite à toutes et tous une excellente conférence et une excellente soirée. Les deseo a todos una excelente conferencia. Merci.
Vous me dites, hein? Je crois que c'est à toi, Carlos. Oui, Carlos, Ok. excusez-nous. La parole est à vous. Je vous remercie, Audrey. Bon, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation à parler des perspectives post-Covid de l'Amérique latine et de l'Union européenne, et notamment de la possibilité de converger vers une troisième voie en matière de politique internationale. D'emblée, je réponds par l'affirmative à la question posée. Je vois qu'il y a des possibilités de convergence. Malgré nos différences concernant notre degré de développement, la situation géopolitique, je vois que nous avons un intérêt commun, qui est le suivant: ne pas nous faire écraser par la dispute hégémonique entre la Chine et les États-Unis. Je vois qu'on peut très longuement discuter s'il s'agit ou pas d'une nouvelle guerre froide. Il est clair que la Chine n'est pas l'Union soviétique. Elle n'a pas les pouvoirs militaires dont disposait l'Union soviétique, mais par contre, elle a un pouvoir économique beaucoup plus significatif. Si on prend par exemple les PIB, à parité de pouvoir d'achat, les PIB de la Chine est égal à celui des États-Unis. Et en termes nominaux, la Chine pourra dépasser les PIB des États-Unis d'ici l'année 2028. Mais il faut bien constater qu'il s'agit, si on peut discuter s'il s'agit d'une guerre froide, il faut bien constater qu'il s'agit bien plus que d'une guerre purement commerciale. On a affaire, et ça c'est un point fondamental, on a affaire à une confrontation pour l'hégémonie globale qui se déploie sur le terrain commercial, économique, financier, diplomatique et surtout technologique. Je crois qu'il est de l'intérêt de l'Amérique latine et aussi bien de l'Europe de garder notre indépendance et de ne pas être subordonnés aux besoins d'une ou l'autre des puissances en compétition. Il est évident que l'alliance privilégiée avec une entraîne une perte d'opportunités de développement qui offre l'autre. Le cas, par exemple, sur le plan technologique, le cas de Huawei est illustratif. Je crois qu'il n'est pas acceptable que les États-Unis nous empêchent d'avoir accès à une technologie comme le 5G, tout simplement parce qu'elle vient de la Chine. Je crois que nous devons nous procurer les moyens de faire des choix autonomes, privilégiant nos intérêts et non pas les intérêts géopolitiques des superpuissances, qui ne sont pas les nôtres. Et ici, je parle bien des États-Unis que de la Chine, qui, par exemple, dans le cas de la Chine, elle nous propose un type de relation très proche des anciens rapports centre-périphérie. La Chine, nous exportons des matières premières et la Chine nous exporte des biens élaborés. En fait, nous rejetons nos matières premières sous la forme de produits beaucoup plus élaborés. Ça, c'est une relation typique de l'ancien schéma centre-périphérie que la Chine nous propose pour la plupart dans les pays de l'Amérique latine. C'est dans ce contexte-là que nous avons commencé en Amérique latine l'élaboration d'une certaine doctrine de politique étrangère, nous permettant de nous insérer et d'intervenir dans l'espace mondial conformément à nos intérêts. Cette doctrine, nous la définissons comme le non-alignement actif. C'est une élaboration qui fait pour l'instant son chemin. Moi, j'ai commencé il y a quelques années dans des colonnes de journaux. Puis par la suite, avec des collègues, Jorge Hein et Carlos Fortin, nous avons écrit un article qui est apparu dans Foreign Affairs version latino-américaine, article qui a été repris par l'IRIS il y a quelques mois. Un deuxième article est apparu dans la revue Nueva Sociedad, qui est publiée à Buenos Aires. Nous avons développé un certain nombre de colloques avec beaucoup de spécialistes sur la matière. Et en ce moment, nous préparons un livre avec une vingtaine de travaux
avec notamment des contributions des anciens ministres des Affaires étrangères comme Jorge Castañeda de Mexique, Celso Amorín de Brésil, Jorge Tayana de l'Argentine, Rafael Roncagliolo, ancien ministre des Affaires étrangères du Pérou, qui vient de mourir, et José Miguel Insulza, ancien ministre des Affaires étrangères du Chili, et aussi ancien secrétaire général de l'Organisation des États américains. Au niveau national, au niveau du Chili, en ce moment, nous nous proposons aussi de faire entrer l'idée le concept du non-alignement actif dans la nouvelle constitution chilienne qui doit commencer à se discuter à partir de semaine prochaine. Mais qu'est-ce que c'est le non-alignement actif? Tout d'abord, on cherche à construire une doctrine qui soit bâtie sur un corps de principes fondamentaux, comme le multilatéralisme, la solution pacifique des controverses, le développement durable. Ensuite, il ne s'agit pas que ce soit seulement une déclaration purement rhétorique. Nous voulons que ce soit un guide pour l'action en politique extérieure, visant à protéger notre indépendance. En troisième lieu, il s'agit, à notre avis, d'une contribution. Ça peut être une contribution de l'Amérique latine à une gouvernance globale, avec une gouvernance avec de nouvelles règles basées sur une rationalité supérieure aux diktats des puissances hégémoniques. Et le non-alignement actif, c'est aussi une reconnaissance des réalités. L'Amérique latine appartient, de fait, à la zone d'influence des États-Unis. Nous avons des rapports économiques, culturels et politiques très étroits avec les États-Unis. Mais en même temps, depuis quelques années déjà, la Chine est devenue le principal client commercial pour la plupart des pays de l'Amérique du Sud. C'est le cas pour l'Argentine, pour le Brésil, pour le Chili, pour l'Uruguay. Le non-alignement actif est aussi une élaboration de politique internationale qui est ancrée dans l'histoire et qui essaye de reprendre nos meilleures traditions en matière de politique étrangère. Elle essaie de reprendre tout ce qui a été développé il y a quelques décennies déjà sur la troisième voie en Argentine. Elle reprend aussi la politique étrangère dite active et altiva. La politique étrangère active et hautaine, je crois, d'après la traduction française, développée par le Brésil pendant le gouvernement de Lula. Nous voulons aussi reprendre le consensus latino-américain dit de Viña del Mar, qui proposait, pendant à la fin des années 60 du siècle passé, un nouveau type de relation avec les États-Unis. Je crois que le non-alignement actif reprend aussi les noms opposés au Conseil de sécurité des Nations Unies par le gouvernement chilien et mexicain à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Le gouvernement du Chili et le Mexique faisant à cette époque partie du Conseil de sécurité. Mais, et ça c'est un point tout à fait fondamental, il s'agit d'un non-alignement actif qui soit véritablement non aligné. Ce qui n'a pas été le cas du non-alignement historique des années 50 et 60, notamment du non-alignement dans le cas de l'Amérique latine, dont le principal représentant était Cuba, pays qui, pour survivre, a dû s'aligner sur l'Union soviétique. Et pour moi, un point particulièrement important est le suivant. Il faut absolument avancer vers l'intégration, l'unité de l'Amérique latine. Et je crois que le non-alignement actif, c'est la seule possibilité susceptible de faire converger l'ensemble des pays de l'Amérique latine. Les alternatives au non-alignement actif sont soit la subordination, soit finalement l'opportunisme.
Et il est bien évident qu'on ne peut pas faire converger la plupart des pays de l'Amérique latine, soit sur la subordination, soit sur des politiques purement opportunistes. Moi, je termine avec quelques remarques sur la situation actuelle du continent. L'Amérique latine, il est bien connu, vit des temps extrêmement difficiles. La région est pour l'instant, et depuis quelques mois déjà, l'épicentre de la pandémie. Nous savons, prenez compte, nous représentons 8% de la population mondiale, mais nous savons plus d'un quart des morts du fait de la pandémie. Nous risquons, du fait de la récession économique, une nouvelle décennie perdue, avec 45 millions additionnels de nouveaux pauvres. Et d'un autre côté, nous sommes la région peut-être la plus atomisée et la plus divisée du monde. Nous sommes plus atomisés et plus divisés que jamais. De ce point de vue-là, il faut le constater, la droite, les gouvernements conservateurs ont fait des ravages avec tous les processus d'intégration, notamment avec la dissolution de l'UNASUR, son remplacement pour Prosur, qui était une organisation complètement inefficace et inexistante. Tout ça nous condamne à une marginalité internationale totale. L'Amérique latine, en ce moment, pèse très peu dans les scénarios mondiaux. Mais je crois que ça, quand même, ça peut changer. Devant un nouveau souffle en Amérique latine. Ça a été le cas du changement politique à Bolivie, après le coup d'État contre le président Morales. C'est le cas du Chili, où il se passe des choses importantes. Il y a un processus de débat sur la nouvelle constitution qui doit nous s'ouvrir des perspectives très importantes aux forces progressistes. Il se passe aussi des choses très importantes en Colombie. Il va y avoir une élection présidentielle l'année prochaine en Colombie et il est probable que pour la première fois dans l'histoire, ce soit un mouvement de gauche, des forces de gauche qui puisse l'emporter. Et vous voyez ce qui se passe en ce moment au Pérou, où il semblerait que le professeur Castillo puisse devenir le nouveau président du Pérou. Et ça, c'est à mon avis fondamental. Et je crois qu'on peut espérer un changement majeur au Brésil avec la possibilité du retour au pouvoir de Lula l'année prochaine lors des élections présidentielles. Donc, ça permet d'entretenir l'espoir de temps meilleurs. Le Brésil, notamment, peut faire une très grande contribution à la réintégration économique et politique, notamment de l'Amérique du Sud. Et ce processus de réintégration économique et politique peut avoir comme doctrine de politique étrangère, justement, l'idée d'un non-alignement actif, qui est une approche qui a, à mon avis, des points de convergence, pas mal de points de convergence, avec, par exemple, l'idée d'une autonomie stratégique dont on parle au sein de l'Union européenne. Voilà donc quelques idées nous permettant de travailler sur cette possibilité de convergence en matière notamment de politique étrangère entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Voilà, je vous remercie. Alors, je crois que c'est à mon tour. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. On est ravis que vous soyez avec nous. Je voudrais, donc moi je suis Christophe Ventura, donc le deuxième intervenant. Je voudrais bien sûr remercier l'école des mines d'Albi Carmo pour cette initiative et aussi signaler que j'ai appris beaucoup de choses sur les activités internationales de l'école d'Albi et ça fait vraiment plaisir. Donc on est ravis d'être avec vous ce soir pour discuter de cette question des rapports entre l'Amérique latine et l'Union européenne, et en plus dans le cadre de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, dans laquelle se tient cet événement. Alors,
D'abord, et d'une manière un peu globale, je voudrais dire que je souscris pleinement, disons, à l'analyse que nous a proposée Carlos Ominami et qui nous interpelle même, qui nous interroge, nous en Europe, sur finalement eh bien, la manière dont on envisage notre position et notre rôle finalement dans les relations internationales en tant que région dite du premier monde. Et je crois que la réflexion que propose Carlos Ominami sur ces convergences possibles entre l'Europe et l'Amérique latine face aux rapports de force incertains et aux dynamiques hégémoniques des deux nouvelles puissances du XXIe siècle, les États-Unis et la Chine, sont une invitation pour l'Europe à réfléchir sur elle-même et sur ce qu'elle veut faire. Ça résonne d'ailleurs, j'ai envie de dire, avec certains débats actuels. En France, on parle beaucoup de l'autonomie stratégique de l'Europe, de l'Union européenne. Et c'est vrai que ce que nous a exposé Carlos Ominami pourrait tout à fait et devrait faire partie du périmètre de réflexion sur ce qui pourrait donner réellement naissance concrètement à une forme d'autonomie stratégique de l'Europe dans le champ international. Donc ça, c'est la première chose que je voulais souligner, et c'est bien pour ça, comme il l'a signalé, que à l'IRIS, nous avons publié une traduction en français de l'article dont il a parlé, et qu'on est très heureux de l'avoir fait. Alors moi, je vais un peu essayer peut-être de prolonger, ou en tout cas de donner le change, si je puis dire, depuis la position de l'Europe par rapport à la question qui nous occupe ce soir. Avant ça, et avant toute chose, il faut peut-être que rappeler brièvement l'état des lieux, finalement, de cette relation entre l'Europe, enfin l'Union européenne dans sa forme concrète, dans sa forme réelle, les 27, et puis l'Amérique latine. Les rapports entre l'Union européenne et l'Amérique latine sont en fait assez nombreux depuis un certain nombre d'années. Ils existent sous des formes institutionnelles assez poussées. Ils existent à travers essentiellement la mise en place de dialogues de coopération et qui sont à plusieurs niveaux sur lesquels je vais revenir, et puis aussi sur l'existence d'une multiplicité d'accords économiques, d'accords d'association qui sont des accords de libre-échange en réalité, et qui, à mon sens, posent assez rapidement les limites de la nature de la relation entre l'Europe, l'Union européenne en tout cas, et l'Amérique latine. Alors, essentiellement, il faut retenir 2-3 choses. La première, c'est que depuis 1999, ça fait un peu plus de 20 ans, il y a des sommets entre l'Union européenne et les chefs d'État et de gouvernement de l'Amérique latine qui se sont tenus de manière, hélas, pas tout à fait régulière. Ça a commencé en 1999. Le dernier a eu lieu en 2015, donc vous voyez, ça fait déjà 6 ans. Les suivants ont été reportés. Ce qui montre déjà que l'Amérique latine n'est pas une priorité des priorités dans l'agenda européen. Il est vrai à l'inverse que pour les pays latino-américains, dans ces années-là, beaucoup de changements de politique, y compris de tensions entre les pays, et les changements d'alliances politiques locaux ont fait qu'il y avait aussi une voix moins commune de l'Amérique latine dans les relations internationales. Tout ça s'est nourri réciproquement pour faire que les sommets UE Amérique latine se sont pas tenus depuis 2015. Il y a eu en 2018 une réunion entre les ministres des Affaires étrangères, au niveau des ministres, entre les deux blocs, mais c'est la dernière rencontre qui a eu lieu. Alors, ces sommets, depuis 1999, en réalité, ils ont eu une production. La production, ça a été, je vous le disais, une multiplicité d'accords, des dialogues de coopération, comme on dit dans le langage européen, ou des accords d'association, qui sont donc des accords commerciaux avec des volets de coopération et depuis un certain temps aussi d'éléments en matière des droits humains et de l'environnement, mais qui sont avant toute chose, donc je disais, des accords de libre-échange qui visent à organiser les rapports commerciaux entre nos deux blocs dans un sens qui est discutable, à mon avis, et que le sens est très bénéfique aux Européens plus qu'aux Latino-Américains, parce que d'une manière un peu générale et schématique, ces accords organisent la primauté des intérêts des entreprises européennes en Amérique latine à travers l'accès à leur marché et la protection de leurs produits, de leur également propriété intellectuelle, de leurs AOC, AOP, tout ce qu'on connaît sur les normes, etc., et qui permettent aux Européens
d'exporter des produits à forte valeur ajoutée avec leur technologie, et aux pays latino-américains, généralement, de pouvoir avoir accès au marché européen, mais pour l'exportation de leurs matières premières, de leurs ressources naturelles, qui, elles, n'ont pas de valeur ajoutée ou peu, et qui ne permettent pas, d'une certaine manière, à ces économies de sortir de ce à quoi on les exhorte, c'est-à-dire de sortir de leur modèle dit dépendant des matières premières, des ressources naturelles, dépendant des capitaux internationaux, dépendant des technologies internationales, mais en réalité, me semble-t-il, la nature des accords proposés par l'Union européenne conforte, même si ils ouvrent aussi des dimensions originales par rapport à d'autres accords de libre-échange bruts, comme ceux que peuvent pratiquer les États-Unis en particulier, mais en tout cas, sur le fond, ça ne modifie pas structurellement disons, les termes de l'échange et les rapports économiques entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Donc l'Union européenne, à travers ces accords de libre-échange, conforte un modèle qui est pourtant critiqué par ailleurs. Alors ces accords d'association, ils sont nombreux, je vais vous les résumer en grandes lignes. Dès 2012, hein, donc c'est pas si vieux, il y a 10 ans à peine, eh bien, l'Union européenne avait signé avec plusieurs pays d'Amérique centrale cet accord d'association avec le Costa Rica, le Nicaragua, le Panama, le Guatemala et le Honduras, un accord d'association donc de libre-échange. La même année, en 2012, ont commencé des négociations qui aboutit en Amérique du Sud, cette fois-ci, à des accords avec le Pérou, avec la Colombie et plus tard, en 2017, avec l'Équateur. 3 accords d'association aussi avec ces 3 pays-là. Avec la Caraïbe, c'est là aussi l'Union européenne a beaucoup misé et investi pour des raisons y compris historiques et aussi de présence territoriale hein, dans la Caraïbe pour plusieurs grands pays européens, dont le nôtre. Dans la Caraïbe, où depuis la fin des années 2000, depuis 2008 pour être précis, l'Union européenne a signé ce qu'on appelle l'accord de partenariat économique Union européenne CARIFORM, alors qui regroupe à la fois des pays caribéens, il y en a une quinzaine, et puis des pays africains. Ça, c'est un legs de ce qu'on appelait l'accord de Cotonou, et donc qui organise là aussi, encore une fois, le libre-échange entre l'Union européenne et ses territoires. Et puis après, toujours dans les années 2010, l'Union européenne a signé avec le Brésil, enfin le Mexique d'abord, excusez-moi, non pardon, le Brésil à partir de 2016, pour garder ma chronologie, un partenariat stratégique qui est le niveau le plus haut en fait du dialogue institutionnel, diplomatique, commercial et politique entre l'Union européenne et un bloc ou un pays tiers. C'est avec le Brésil, c'est le partenariat stratégique. Ça, c'était en 2016. On avait eu en 2018 aussi un accord global avec le Mexique, qui d'ailleurs doit être renégocié. Et puis, j'oublie pas le Chili de Carlos Ominami, qui lui, déjà depuis 2002, avait un accord de libre-échange avec donc l'Union européenne, qui doit aussi être, je crois, actualisé. Ça fait partie de l'ordre du jour de l'Union européenne, c'est l'actualisation de cet accord. Bon, alors avec un pays, le Chili, qui est par ailleurs certainement le champion du monde des accords de libre-échange dans le monde, avec de multiples partenaires dans le monde entier. Et donc l'Union européenne, c'est d'abord ça. Il faut ajouter, pour être complet, depuis 2016, un accord de dialogue et de coopération. Donc ça, c'est le premier niveau. Hein, je vous ai dit, il y a l'accord de dialogue et de coopération, il y a l'accord d'association, et puis il y a le partenariat stratégique. C'est trois niveaux, disons, d'investissement de l'Union européenne. Et l'Union européenne, depuis 2016, a rouvert un accord, enfin négocié un accord de dialogue et de coopération avec Cuba depuis 2016, au moment profitant de la, disons, de l'assouplissement, enfin en tout cas de la normalisation ou en tout cas des premiers rapprochements diplomatiques entre les États-Unis et Cuba à l'époque de Barack Obama et d'un vice-président depuis passé aux premières loges qui s'appelle Joe Biden à l'époque. Et dans cette période où les États-Unis étaient en train de normaliser leurs relations avec Cuba, ça a permis à l'Union européenne de aussi s'engager dans les négociations qui ont abouti à cet accord de dialogue et de coopération avec Cuba en 2016. Donc voilà une photographie peut-être pas tout à fait exhaustive, mais enfin qui quand même permet d'avoir des idées sur c'est quoi les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Alors donc je repars de l'idée que je développais, c'est que l'Amérique latine pour l'Union européenne, c'est d'abord une région
dans laquelle on développe des accords donc de libre-échange. Et je crois que c'est à la fois la situation et à la fois un petit peu le problème de la relation entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Au sein de l'Union européenne, il y a un pays qui compte absolument pour déterminer l'agenda de la politique de l'ensemble pour la région, c'est bien évidemment l'Espagne, qui est le pays, pour des raisons historiques, qui joue un rôle très important lorsqu'il s'agit de discuter de l'Amérique latine à tous les échelons institutionnels de l'Union européenne, que ce soit le Parlement européen, que ce soit le Conseil de l'Union européenne, des ministres ou le Conseil européen. L'Espagne joue un rôle traditionnellement très fort, plus fort que le Portugal, même si ce dernier joue aussi un rôle dans l'agenda, dans l'ordre du jour, évidemment, pour ses relations avec le Brésil. Et depuis quelques années, on assiste à une montée en puissance de l'Allemagne dans la région, me semble-t-il, au titre de la coopération allemande, qui, dotée de moyens financiers très importants, aujourd'hui joue un rôle assez significatif dans la région. Et la France, quant à elle, oscille entre un pays qui peut jouer à un moment un rôle, qui peut être présent en Amérique latine, qui par ailleurs, ça a été dit dans l'introduction, est un pays qui a aussi une présence territoriale latino-américaine. D'un certain point de vue, la France est un pays caribéen et sud-américain par la Guyane, par les Antilles. Donc c'est vrai que sur le papier, la plus longue, je crois que c'est la plus longue d'ailleurs, frontière de la France, c'est avec le Brésil en réalité, à travers la Guyane. Ça c'est du point de vue de Paris. Donc il y a une présence évidemment historique aussi très importante, etc. On peut jouer un rôle, on a une diplomatie en Amérique latine qui est présente, qui a pas mal d'ambassades, de services là-bas, même si depuis plusieurs années tout ça tend à se réduire de manière assez problématique. Mais on a une tradition diplomatique en Amérique latine, bien sûr, et je ne vais pas avoir le temps de développer, mais les relations entre la France et l'Amérique latine ont à voir avec l'histoire, celle des Lumières, celle des épopées, disons, révolutionnaires, celle aussi de Napoléon avec la guerre d'Espagne qui a été l'événement déclencheur des indépendances latino-américaines, bien indépendamment de la volonté de ce dernier au départ. Bref, les relations existent pour plein de raisons, mais on ne peut pas dire que la France joue un rôle central dans la définition de la politique européenne en Amérique latine. C'est plutôt l'Espagne, je vous dis, en général, le Portugal, l'Allemagne aujourd'hui monte et la France est toujours dans le groupe, mais c'est pas elle qui, à mon sens, donne l'impulsion ou est leader. Et en plus, dans le cas de la France, tout ça dépend assez souvent aussi des gouvernements français qui ont pu être plus ou moins intéressés, tout simplement intéressés, voire mobilisés en Amérique latine. C'est un avis personnel, mais que j'assume. Je crois qu'il est assez consensuel de remarquer que l'Amérique latine n'est pas un centre d'intérêt tout à fait central pour l'actuel gouvernement français et le président Emmanuel Macron. Ce n'est pas du tout une région vers laquelle la France regarde, pas du tout. Ça a été plus le cas dans le gouvernement précédent. D'ailleurs, le gouvernement précédent avait à l'Élysée un représentant personnel du président français pour l'Amérique latine qui a finalement quand même permis pas mal de contacts, pas mal de voyages aussi de dirigeants français dans pas mal de pays latino-américains pendant ces années-là. Et après, il faudra remonter. Alors, il y a eu les relations avec Nicolas Sarkozy et le Brésil qui étaient essentiellement commerciales et stratégiques. On s'en rappelle peut-être avec les affaires militaires, le Rafale et tout ça. Et il faudra remonter, ça nous ramène loin, à l'époque de François Mitterrand pour trouver un moment latino-américain de la France assez important. Avec le discours de Cancun, etc. Enfin là, je vais trop loin. Mais enfin, il faut remonter à cette époque-là pour trouver un investissement fort de la France en Amérique latine. Bon, aujourd'hui, c'est moins le cas. Ceci étant maintenant posé sur l'aspect de la présentation de nos relations avec la région, je pense que malgré tout, l'Europe et l'Union européenne auraient beaucoup de choses à faire, effectivement, avec l'Amérique latine, et d'autant plus à un moment où se repositionnent en Amérique latine les États-Unis et l'administration de Joe Biden. À l'heure où on se parle ce soir, d'ailleurs, Kamala Harris, la vice-présidente américaine, est à Mexico en compagnie de Andrés Manuel López Obrador pour revoir et réécrire toute la feuille de route des relations entre les États-Unis, le Mexique, mais aussi l'Amérique centrale, autour de 3 questions
clés qui sont la question migratoire, la question de la lutte contre les violences et le crime organisé, hein, et puis aussi autour d'une troisième question, et vous allez voir que c'est lié à notre sujet, la troisième question, c'est le changement climatique et le développement durable. Les États-Unis se repositionnent après les années Trump qui ont été un saccage entre les États-Unis et l'Amérique latine, se repositionnent sur une idée assez simple qui est de dire aux Latino-Américains, écoutez, nous, aux États-Unis, aujourd'hui, on vous fait une proposition. Votre proposition, c'est soyez plus ambitieux sur votre transition économique et de votre modèle de développement vers des énergies renouvelables, vers une transition durable. Ça veut dire, dans le langage de Washington, écartez-vous ou mettez un peu de côté les Chinois, dire, et nous, on revient, we are back, c'est d'ailleurs les mots de Kamala Harris qu'elle a prononcés il y a quelques jours à peine à la 51e conférence des États-Unis de Washington sur les Amériques. Elle a dit we are back, elle a rappelé que le continent américain et l'Amérique latine, c'était our home, ça veut dire c'est chez nous, notre chez nous, et donc c'est en gros, nous, on vient avec des financements en dizaines de milliards de dollars grâce à la Banque interaméricaine de développement, la banque donc multilatérale régionale, d'ailleurs, dont la France et d'autres pays européens sont membres observateurs au passage. Et donc, on vient financer la relance, la reconstruction de vos économies post-Covid, en quelque sorte, sur cette base-là, et on mobilisera toutes les agences compétentes, les administrations américaines, mais aussi le secteur privé américain, qui est prêt à revenir investir chez vous, dans tous vos pays, si vous faites un deal avec nous sur les questions énergétiques et les questions de transition du modèle de développement. Alors voilà qui interpelle l'Union européenne, qui, d'une certaine manière, aime à jouer la carte du mieux-disant sur les questions environnementales et les questions de la transition écologique et énergétique. Et bien voilà que les États-Unis posent un deal nouveau, dans des termes nouveaux qui sont géoéconomiques, hein, au sens mélange de géopolitique et d'économie. Hein. Donc l'Union européenne devrait aujourd'hui s'intéresser à cela pour voir comment peut-être les Latino-Américains peuvent être des partenaires de choix dans des coalitions multilatérales qui englobent des sujets transversaux sur la planète, comme l'impact du changement climatique, effectivement, la transition écologique, etc. Mais si l'Union européenne s'intéresse à tout cela, pour construire des nouvelles relations avec les États américains et ne pas laisser les Latino-américains pris entre ce marteau états-unien et cette enclume chinoise, eh bien, l'Union européenne devrait réviser ses schémas d'approche en Amérique latine, mais y compris sur le plan de ce qui fonde ces relations commerciales, économiques, qui ne permettent pas aux Latino-américains de pouvoir développer de manière souveraine cette transition vers les modèles qu'on veut qu'ils mettent en place, parce que pour cela, il faut organiser un certain nombre de choses comme les transferts technologiques, comme la possibilité que les pays américains puissent sortir de leur obligation finalement à produire des ressources naturelles et des matières premières pour notre consommation en développant peut-être des noyaux d'industries nationaux ou régionaux, d'aller vers une Amérique latine qui se construise comme un pôle régional, ce qu'elle n'est pas réellement du point de vue économique et commercial. C'est bien un des problèmes. Et il faut que l'Amérique latine, il faudrait accompagner les Latino-américains pour qu'ils puissent devenir, disons, un pôle régional plus intégré du point de vue commercial et économique, qui lui permette à l'Amérique latine de moins dépendre précisément de ses exportations sur les marchés internationaux vers la Chine, vers l'Europe et vers les États-Unis. Donc vous voyez que le programme, c'est un vrai programme de transition, celui-ci, qui demanderait des postures différentes, des moyens différents et des approches différentes dans les relations qu'on noue avec eux. Alors si déjà, sur le plan économique et commercial, l'Union européenne s'inscrivait dans les perspectives que je donne, eh bien, on pourrait réellement, certainement, trouver en Amérique latine des partenaires, des gouvernements actuels d'ailleurs, qui peuvent avoir des couleurs politiques différentes, hein, mais qui pourraient tout à fait se retrouver peut-être dans, je ne sais pas ce qu'en pensera Carlos, mais qui pourraient se retrouver dans cette perspective de construction d'une Amérique latine plus intégrée sur le plan régional, capable d'absorber les chocs globaux
et d'être moins dépendant des puissances tutélaires qui sont sur elle. L'Europe pourrait créer des espaces pour ça. Elle en a les moyens. Elle en a les moyens en termes économiques, commerciaux, financiers, technologiques. Elle a des savoir-faire, l'Union européenne, qui peuvent tout à fait être utiles et même dans justement les questions liées à la gestion de l'intégration régionale. Voilà des pistes que l'Union européenne pourrait explorer sur ses relations avec la région. Disons, un autre pan, et je vois que le temps file, on en parlera dans les questions, mais par exemple, on pourrait tout à fait travailler avec les Latino-Américains sur d'autres questions transversales au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, sur les questions de paix, sur les questions de mesures unilatérales restrictives, ce qu'on appelle les sanctions dans les médias en général, les politiques que certains pays adoptent d'extraterritorialité, de mesures restrictives qui sont des entorses au droit international. L'Amérique latine est touchée par ces mesures aujourd'hui dans plusieurs pays, indépendamment de ce qu'on pense d'eux sur le plan politique. Je pense à Cuba, je pense au Venezuela, par exemple. Mais tout ça, c'est crée des distorsions au niveau du droit international et ça pose beaucoup de problèmes, y compris aux entreprises européennes. Donc voilà tout un tas de secteurs sur lesquels on peut imaginer des coalitions, disons, de volonté, comme on disait à une époque aux États-Unis, entre l'Amérique latine et les Européens pour que chacun gagne finalement quoi ? Gagne en diversification de son influence, en diversification de la puissance au niveau international qui contribuerait finalement à pacifier les relations internationales et à les libérer au moins partiellement de ce rapport de force sino-américain qui risque d'asphyxier les rapports internationaux dans les décennies qui viennent. Donc voilà quelques pistes que l'Union européenne pourrait explorer. Et je me rends compte en vous parlant que j'ai quand même oublié un gros morceau dans mon exposé initial sur les relations commerciales et économiques. Bien sûr, c'est le Mercosur. Je m'excuse, j'ai oublié dans ma liste. Je reviens en arrière, excusez-moi, mais qui a été signé, qui n'est pas encore ratifié par les parlements nationaux européens et ni ceux des pays du Mercosur d'ailleurs. Mais le Mercosur, évidemment, c'est le gros morceau des relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine, avec Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay aujourd'hui, les 4 pays formant la première puissance agricole mondiale, tout simplement aujourd'hui. Et donc, cet accord qui est tout à fait caractéristique de ce que j'essaie de vous dire rapidement sur les aspects de libre-échange, etc. Et d'ailleurs, qui ne plaît pas complètement, en réalité, pour des raisons différentes, à certains gouvernements signataires. Je pense évidemment à Jair Bolsonaro, on a entendu parler, mais ce n'est pas un accord qui plaît particulièrement à Alberto Fernandez en Argentine, parce que justement, c'est un accord qui ne permet pas à l'Argentine forcément de s'industrialiser et de sortir de cette relation, disons, de dépendance à ses exportations de soja en particulier. Donc voilà, ça c'est le gros morceau, et cet accord qui est un peu en souffrance aujourd'hui, on en parlera peut-être pendant les débats, les discussions que nous aurons. Donc voilà un peu moi ce que je pouvais préciser, en tout cas, ou proposer comme piste de réflexion sur comment l'Union européenne pourrait développer une nouvelle approche avec les pays latino-américains, à la fois basée sur ses atouts à l'Union européenne, mais à la fois qui permettent de construire peut-être d'autres dynamiques de coopération bénéfiques à l'Union européenne et à l'Amérique latine, et au-delà, certainement bénéfiques à, disons, les partages de puissance qui sont une condition de la construction de la paix mondiale. Voilà, je vous remercie. Je reviens dans la discussion. Merci à vous, Carlos et Christophe. Donc, je vais ouvrir la session de questions. Si vous avez des questions, vous allez, n'hésitez pas. Tous les participants peuvent écrire leurs questions dans le chat et puis on va les diffuser à l'écran. Et nos conférenciers y répondront. Je vais peut-être commencer avec une question, moi. C'est autant du côté européen, on a un interlocuteur qui est facilement identifié, c'est l'Union européenne. Mais du point de vue européen, quel est l'interlocuteur au niveau latino-américain? À qui doit-il se diriger? Parce que finalement, il y a beaucoup de blocs, d'organisations. Il y a le Mercosur, il y avait pendant un moment l'Alliance du Pacifique, la communauté andine. Donc, est-ce qu'il y a un interlocuteur identifié du côté latino-américain?
J'essaie de répondre. Vas-y, Carlos. Non, écoute, je vois que ça, c'est une très bonne question. Et la réponse est non. Et voilà le problème. Il n'y a pas, en ce moment, une instance, un interlocuteur qui soit valide, représentatif de l'ensemble de l'Amérique latine. Il existe le CELAC, c'est l'agrupation des pays de l'Amérique latine plus les Caraïbes, mais c'est vraiment une institution très faible qui n'est pas véritablement un interlocuteur. En fait, toutes les institutions latino-américaines ou sud-américaines sont aujourd'hui en crise. Il y avait UNASUR qui, à un moment donné, pendant la décennie passée, c'était une institution très forte permettant la concertation politique, surtout au niveau de l'Amérique du Sud. Mais c'est une institution qui a été dépassée, qui a été dissoute et a été remplacée par Prosul. Prosul avec la Colombie, le Brésil, l'Argentine de Macri. Or, le Prosul, ça n'existe plus non plus. Parce que c'était une construction idéologique qui n'a pas résisté les changements politiques. Et je crois que ça, c'est un point tout à fait fondamental au niveau de l'Amérique latine. On n'a pas des institutions qui puissent regrouper nos pays au-delà de nos différences politiques. L'UNASUR, finalement, n'a pas réussi à se projeter dans les conditions de changement politique dans le sens des forces conservatrices. Et les forces conservatrices n'ont pas été capables de construire des institutions qui puissent aller au-delà d'un certain nombre de prises de position sur le plan politique. Donc, ça, c'est, à mon avis, un défi fondamental. Il faut construire des institutions qui soient durables, qui puissent supporter les changements politiques qui interviennent dans nos pays. Et là, il faut absolument faire une critique aux forces conservatrices qui ont fait des ravages sur le plan de l'intégration. Mais il faut aussi une autre critique de la part des gouvernements progressistes qui n'ont pas réussi à construire des institutions qui puissent s'inscrire véritablement dans la durée. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'une organisation supranationale serait du type Union européenne, mais en Amérique latine, serait possible, sachant que quand on voit ce qui se passe, par exemple, les différences politiques entre le Venezuela de Maduro et le Brésil de Bolsonaro, par exemple, on a du mal à imaginer comment ils pourraient travailler ensemble. Non, c'est vrai, et j'insiste, c'est justement notre problème. C'est l'inexistence des institutions qui puissent s'inscrire dans la durée, qui puissent aller au-delà de nos différences politiques. Là, par exemple, le cas d'UNASUR est très dramatique. C'était une institution très intéressante. Ça permettait. C'est une institution qui n'a pas été créée par la gauche en Amérique latine ou en Amérique du Sud. Ça vient d'une initiative du président Cardoso. Or, elle n'a pas résisté. Les poids de changement politique, à un moment donné, il fallait remplacer. C'était il y a 4 ou 5 ans. Il y a 4 ou 5 ans, il fallait remplacer l'ancien secrétaire général d'UNASUR, c'était l'ancien président Samper de Colombie, et la Bolivie et le Venezuela ont opposé leur veto à la possibilité d'avoir un nouveau secrétaire général qui c'était en Argentine. Or, finalement, ça a été le prétexte finalement pour la dissolution de l'UNASUR. Donc, il faut absolument réfléchir à un processus de réintégration politique qui ne doit pas avoir un contenu idéologique tellement marqué comme ça a été le cas de l'UNASUR. Et pour cela, je crois que les changements politiques aujourd'hui en cours
en Colombie, au Chili, au Brésil l'année prochaine, peuvent nous donner une nouvelle opportunité. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est absolument fondamental que ce processus ait comme doctrine de politique étrangère une idée comme le non-alignement actif. Parce que je crois que c'est la seule possibilité de convergence. Nous, on va pas converger sur une alliance privilégiée avec les États-Unis, mais non plus, on ne va pas converger vers l'idée d'une alliance privilégiée avec la Chine. Donc, le non-alignement, c'est le seul point de convergence possible pour recréer de nouvelles institutions qui puissent s'inscrire dans la durée. Très bien. Alors, je vois que plusieurs questions ont été posées, donc je vais les publier. Celle-ci s'adresse à Christophe. Bonjour Christophe, quel est l'état actuel des relations entre Cuba et l'Union européenne? Le PE s'est engagé récemment dans plusieurs manœuvres de la droite latino-américaine et européenne contre la Bolivie, le Venezuela et notamment Cuba, donc PE, Parlement européen, via la vice-présidente Charaznova et un groupe d'eurodéputés. Les derniers jours, il y a eu une initiative des institutions cubaines et du réseau des ONG pro-cubaines en Europe à ce sujet. Donc, je reviens à la question. Quel est l'état actuel des relations entre Cuba et l'Union européenne? Alors, comme je vous disais, officiellement, il y a donc ce partenariat de coopération, enfin, cet accord de coopération et de dialogue avec Cuba qui prévoit tout un tas de choses vers, en gros, la présence de l'Union européenne sur le plan commercial, sur le plan économique et des investissements dans l'île, en fonction également de la stratégie cubaine qui, depuis effectivement quelques années, et de ce qu'ils appellent l'actualisation du modèle économique cubain, du socialisme, vise finalement à organiser le pays pour que puisse y venir des investissements étrangers. Et donc l'Union européenne se positionne depuis 2016 dans cette perspective pour pouvoir revenir à Cuba dans les conditions les plus tranquilles possibles. Alors ça, c'est j'ai envie de dire un peu le socle, c'est le fond des choses. L'Union européenne a abandonné ce qu'on appelle la position commune, hein, c'est-à-dire que justement, qui avait été prise sous l'influence, et je vais y revenir, à l'époque d'Aznar en Espagne et du Parti populaire, du Parti populaire espagnol, qui finalement mettait l'Union européenne dans les pas des États-Unis en matière de non-reconnaissance de Cuba par rapport aux questions de droits humains, etc. Ça, c'est terminé. Donc, les choses vont plutôt dans ce sens-là. Ensuite, il est clair que, et c'est un exemple un petit peu un peu radical justement de ce que je vous exposais au départ, c'est-à-dire qu'il est clair que sur l'affaire cubaine, dans le cas cubain, l'influence en particulier du PP, du Parti populaire espagnol, est très forte au sein du Parlement européen dans le groupe majoritaire du PPE, donc le Parti populaire européen. Donc l'influence du PP est très très forte et c'est le PP, donc Parti populaire espagnol, qui est en fait un peu en permanence, qui, disons, impulse les positions qui sont proposées à l'ensemble du parti de la droite européenne, des droites européennes, dans les positions pro-cubaines, enfin sur Cuba, excusez-moi. Donc, du coup, ce que Abdel Rodriguez nous expose, effectivement, c'est la chronique, en quelque sorte, de ce que je vous dis décliné dans ces dernières semaines sur la Bolivie, sur le Venezuela et sur Cuba. Et on parle du PE parce que c'est l'influence du PPE qui est le parti majoritaire, en fait. Hein. Donc, on a des résolutions. Alors, tout ça ne veut pas dire forcément que ça se traduit par des actes législatifs, hein, pas du tout. C'est en général des résolutions, des déclarations symboliques, politiques, hein, du Parlement européen qui condamnent Cuba, etc. Ça ne veut pas dire que ça percole ou que ça impacte directement l'appareil législatif et réglementaire de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que ça remet en cause l'accord dont je viens de vous parler, dont je vous ai exposé un peu le fond des choses, mais ça veut dire qu'il y a un activisme en fait politique du Parlement européen, effectivement en général contre Cuba, contre le Venezuela et d'une manière générale, effectivement ça a été le cas contre les gouvernements de gauche latino-américains. J'ai pas suivi, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais
je ne sais pas si la droite européenne est particulièrement plus douce avec les gouvernements de centre-gauche latino-américains comme ceux en Argentine ou au Mexique. Je n'ai pas suivi ça ces derniers temps, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'ils sont aussi assez critiques de ces gouvernements-là. Donc il y a ce jeu-là, effectivement, au Parlement européen, sous l'influence de la droite espagnole qui vraiment joue à bloc sur ces choses-là. Mais il faut savoir, alors vous êtes à Albi, pas très loin de l'Espagne, finalement, il faut savoir que l'Amérique latine, en général, et le Venezuela en particulier, la Bolivie et Cuba, sont des sujets de politique intérieure en Espagne. Ce sont des sujets qui alimentent l'agenda politique intérieur et les débats au sein du Congrès, surtout que ne l'oubliez pas, en Espagne, on a un gouvernement d'alliance entre le PSOE, centre-gauche, et puis Podemos, réputé pour ses proximités politiques et idéologiques avec justement les gauches latino-américaines. Donc il y a une espèce de nœud, la politique, qui est un peu aussi l'arrière-fond de cet activisme de la droite espagnole. Très bien, donc je vais passer à une autre question de RGB. À long terme, pensez-vous que les liens entre la France et le Chili se renforceront? Est-ce que face à l'accroissement des liens entre les États-Unis et le Chili, l'Union européenne sera incitée à nouer des relations plus fortes avec le Chili? Je crois que oui. Je crois que le Chili est dans un processus qui attire l'attention internationale. Le Chili, c'était en fait le modèle de transition politique, c'était le modèle d'un pays assez néolibéral. Moi, je crois que c'est ce qui est en train de se passer avec la nouvelle constitution. C'est la possibilité de dépasser les modèles néolibéraux. Et ça, je crois que ça va attirer l'attention, pas seulement de la France, mais une attention internationale importante du fait que le Chili, c'était le pays le plus dynamique et le plus stable, mais c'est lui qui a connu les mouvements sociaux les plus profonds pendant les dernières années. Donc, je crois que oui, qu'on peut très bien renforcer les liens entre la France et le Chili. Par exemple, sur la discussion sur la nouvelle constitution, je crois que la France va être un point de repère important, au moins sur deux sujets. Là, toute la problématique du régime politique. Moi, je crois que la nouvelle constitution chilienne va s'ouvrir à la possibilité de changer le régime politique, dans le sens de dépasser le présidentialisme et dans l'idée d'aller vers un régime plutôt semi-présidentiel. Et là, l'exemple de la France est tout à fait fondamental. Il y a un autre plan, c'est tout ce qui a trait à la régionalisation. Le Chili, je crois qu'il peut avoir comme point de référence la France, qui a fait un processus qui, tout en étant un État très centralisé, a fait un processus de régionalisation intéressante, que je crois que peut-être aussi un point de repère significatif. Or, donc, ma réponse à cette question, c'est que on peut prévoir un renforcement des liens entre la France et le Chili, surtout sur le plan de la concertation politique. Alors, je passe à une autre question de Santiago. Avec la situation post-Covid qui arrive, un climat de changement sociopolitique semble s'instaurer tout au long du continent. Notamment, comme vous l'avez mentionné, l'arrivée d'un gouvernement de gauche en Colombie, mais aussi les très tendues présidentielles du Pérou et même les législatives au Mexique. Comment pourrait-on, en tant que continent, trouver un terrain commun et travailler ensemble lorsque la division économique et politique est plus accentuée que jamais? Oui, c'est une question très pertinente. Or, je vois qu'il faut faire le constat que la droite, les forces conservatrices en Amérique latine n'ont pas de projet d'intégration. Tout ce qu'ils ont fait, finalement, c'est la destruction de ce qu'on avait réussi à créer pendant les décennies précédentes. Or, je crois qu'il faut absolument l'impulsion des forces progressistes
pour qu'on puisse aller vers un processus de réintégration politique, réintégration économique et politique. Moi, je crois qu'il faut miser sur les changements politiques en Colombie, au Chili, au Brésil, de façon à ce qu'on puisse avoir aussi une relation plus étroite avec l'Argentine, qui a été le seul pays qui a gardé une politique progressiste en Amérique du Sud. Et j'espère aussi qu'on puisse compter avec le Mexique pour une politique allant dans ce sens. Mais, et je crois que ça c'est le point essentiel, les forces progressistes doivent être capables de construire des institutions qui ne soient pas trop marquées sur le plan idéologique, des institutions qui puissent résister les changements politiques et les changements idéologiques. Et ça, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir un point de vue très autocritique par rapport à la pratique qui a été développée par le gouvernement progressiste pendant la décennie des années 2010. On fait énormément de choses, mais ils n'ont pas réussi à créer des institutions permettant d'aller au-delà des divisions et des frontières idéologiques. D'accord. Alors maintenant, je vais publier une question de Justine. L'Union européenne est-elle un partenaire stratégique pour l'Amérique latine, face à la Chine notamment, qui est moins regardante sur le respect des droits de l'homme et de la démocratie? Donc, est-ce que l'Union européenne est un partenaire stratégique pour l'Amérique latine? Qui veut répondre? Moi, écoute, moi je crois que oui, et même plus. Je crois que tout ce qui vient, c'est la construction, après la pandémie, d'un nouvel ordre mondial, d'une nouvelle gouvernance globale. Et dans cet espace-là, vis-à-vis de ces défis-là, je crois qu'il y a des points en commun entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut absolument resserrer nos liens sur le plan politique, de façon à pouvoir intervenir, de façon à pouvoir peser sur ces débats globaux. Et pour cela, je crois que l'alliance entre l'Amérique latine et l'Union européenne peut être un facteur très important nous permettant d'aller vers une gouvernance globale qui puisse être le vecteur d'une rationalité supérieure aux règles imposées par les puissances hégémoniques. Alors, je publie une autre question d'Alvaro. En ce moment, les mouvements de gauche augmentent un petit peu partout en Amérique latine en général, mais de manière plus discrète que dans les années 2000. Pensez-vous que cela aura un impact, sur les relations internationales et les accords entre l'Union européenne et l'Amérique latine? J'imagine qu'Alvaro parle par exemple des accords de type Mercosur, Union européenne, des accords de libre-échange. Je crois que là, il faut être prudent sur la réponse à cette question, parce que je crois qu'il est évident qu'il y a des mouvements de gauche, des mouvements sociaux qui sont en hausse en Amérique latine. Or, ce sont des mouvements qui sont aussi parfois très contestataires des accords commerciaux. Moi, par exemple, je vois pas très bien la possibilité de la ratification par le Parlement des pays du Mercosur, de l'accord qui a été signé entre le Mercosur et l'Union européenne. Donc là, je crois qu'il faut tout un travail idéologique et politique à faire, de façon à convaincre cette nouvelle gauche, les mouvements sociaux, d'aller dans le sens des alliances au niveau international, de façon à ne pas rester sur le plan d'une certaine repli sur nos frontières. Je crois qu'on n'a pas de possibilité de le monde sur un plan purement latino-américain. Il faut nous insérer au niveau mondial, mais nous insérer d'une façon plus active et moins subordonnée. Et pour cela, il faut avoir une politique. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette idée de non-alignement. Et je crois que c'est la seule possibilité de convergence des forces progressistes, mais aussi des forces conservatrices qui ont un intérêt national important. Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, un peu sur cette question et dans le prolongement de ce que dit Carlos. Oui, je crois il faut quand même être prudent parce que, bon, d'une part, bon, cette montée des mouvements de gauche, elle est relative hein, en Amérique latine. On a surtout des scénarios, je crois, très oscillatoires politiquement en Amérique latine, où on voit que ce qui se passe, c'est plutôt des sanctions de ceux qui gouvernent, qu'ils soient de gauche ou de droite. Ceux qui gouvernent se font sanctionner de manière assez importante, et donc tout ça ne produit pas en réalité une stabilité tout à fait évidente. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces mouvements de gauche, quand ils arrivent au pouvoir, arrivent dans des conditions qui sont fondamentalement différentes du début des années 2000, mais fondamentalement. Hein. Ils arrivent au pouvoir dans des situations où la crise est absolument, tout simplement, la pire que l'Amérique latine n'ait jamais connue sur le plan économique et social. Hein, je veux dire, l'effet de la pandémie de Covid-19 en Amérique latine, au-delà, si je puis dire, du million de morts à déplorer en Amérique latine et des plus de 30 millions et même plus, je crois, aujourd'hui de gens contaminés par cette pandémie et ces variants, au-delà de ce bilan tragique, c'est que l'Amérique latine est plongée dans sa pire crise économique et sociale de toujours. Donc la gauche, elle arrive à ce moment-là. La gauche et d'ailleurs la droite, qui, quand elle est au pouvoir aussi, on est dans ce moment-là. Donc mécaniquement, ça ne peut pas produire des avancées spontanées en matière de projection internationale et de politique, disons, d'impact sur les relations internationales, pour reprendre la formulation. Il faut rester prudent, mais une fois qu'on a posé ça, oui, on en revient au sujet de fond. Bien sûr que dans ces conditions-là, précisément, les Européens peuvent proposer beaucoup de choses intéressantes sur de multiples dossiers pour les latino-américains et qui sont en partie, évidemment, comment dirais-je, détenteurs de leur futur. C'est aux latino-américains d'écrire le futur des latino-américains. Et c'est vrai que tout ce qu'on s'est dit sur également les faiblesses de l'intégration régionale, les divisions, les fractures régionales n'aident pas à positionner l'Amérique latine comme un acteur, disons, en tant que tel dans les relations internationales. Mais pourtant, il y a des moyens de tirer des fils. Et puis, il y a des moments où les latino-américains ont quand même réussi à dépasser leurs divergences et leurs oppositions pour mettre en place des initiatives plus communes. Les années 2000, c'était un peu comme ça aussi. Il faut se rappeler que c'est vrai qu'il y avait le gros moteur brésilien, vénézuélien, etc. Mais c'était aussi avec la Colombie de M. Uribe que ça se passait. l'UNASUR, par exemple, et la CELAC. Ils étaient là. Le Mexique était à droite à l'époque, etc. Mais ça, le Chili aussi une fois tous les 4 ans. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché que des choses avancent. Et pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans cette période-là, l'hégémonie régionale, elle était du côté du camp progressiste, qui a donc le projet de l'intégration qui n'est pas celui de la droite, comme l'a parfaitement exposé Carlos Ominami, mais avec cette hégémonie-là et le fait que justement les pays de droite finalement ne pouvaient pas être en dehors de cette hégémonie-là, de cette dynamique-là, on a pu à des moments faire en sorte que la question de l'intégration régionale soit un thème qui soit un petit peu au-dessus des divergences affinitaires. Hein. Ça a été possible à des moments, donc c'est vers ça qu'il faut travailler avec les latino-américains si ces conditions-là se présentent pour justement permettre que l'Europe apporte des choses dans cette période de reconstruction littérale de la région. Parce que c'est ça la question qui est posée à l'Amérique latine aujourd'hui. C'est, avec la Covid, c'est littéralement la reconstruction de la région. Moi, je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'il dit Christophe. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. La priorité de l'Amérique latine, c'est la reconstruction économique, c'est la reconstruction sociale. Or, à la différence des États-Unis, à la différence de l'Union européenne, l'Amérique latine n'a pas la possibilité de financer des programmes de reprise économique de l'ampleur de celui qui est en train de se mettre en place aux États-Unis et même de l'ampleur de celui qui est en train de se mettre en place en Europe. Pour cela,
l'Amérique a absolument besoin de pouvoir s'insérer dans une nouvelle architecture financière internationale. Ça, c'est une question fondamentale qui est déjà posée. Et je crois que l'Union européenne pourrait être un partenaire très stratégique pour l'Amérique latine si jamais elle est capable d'assumer ces défis-là, d'avoir une politique, si vous voulez, solidaire à l'égard de l'Amérique latine, nous permettons d'avoir une insertion internationale, une insertion financière internationale qui nous permette aussi de financer des projets de relance dont aujourd'hui on n'a pas les moyens. Juste là-dessus, Alexis, encore excusez-moi, mais un sujet clé et qui illustre tout ce que vient de dire Carlos et sur lesquels les Européens doivent avoir quelque chose à dire, c'est tout simplement la question de la dette des pays latino-américains. Que dit l'Union européenne aux propositions argentines de restructuration de la dette souveraine des États latino-américains? Il faut peut-être que ceux qui nous écoutent sachent que dans le bilan un peu sombre du Covid, les latino-américains aujourd'hui sont les pays, les États les plus endettés du monde en développement aujourd'hui. Donc, comment faire? Il y a la réforme fiscale, mais il y a aussi la dette et la question de la dette multilatérale et de la dette privée. Là, les Européens ont beaucoup de choses et du pouvoir pour permettre d'aider et d'accompagner les latino-américains dans tout ce qu'on se dit. Donc ça, c'est un sujet, par exemple, absolument crucial. Alors, je rebondis sur la dernière question de Santiago qui me semble très importante aussi, parce qu'on parle beaucoup en effet de la question droite-gauche, de l'instabilité politique un petit peu, mais où placez-vous l'importance de la lutte contre la corruption, qui est un autre fléau bien connu dans beaucoup de pays d'Amérique latine? Que pensez-vous de la situation de Nayib Bukele à El Salvador? Alors, Nayib Bukele, c'est le nouveau président, enfin, ça fait quelques années maintenant du Salvador, qui avait été élu notamment sur un programme un ras-le-bol généralisé contre la corruption. Et il avait été élu avec un programme anticorruption assez important. Qu'en pensez-vous? Je crois que les forces progressistes doivent incorporer la lutte contre la corruption comme quelque chose de tout à fait fondamental. Et là, tu vois qu'il y a lieu à avoir une vue, si vous voulez, un peu autocritique. Je crois que la gauche, la droite a beaucoup insisté sur le fait de la corruption des gouvernements de gauche. Mais je crois qu'il y a eu tout un détournement de la justice à des fins politiques. Le cas de Lula est tout à fait illustratif. Mais il faut quand même que les forces progressistes soient très rigoureuses sur le plan de la lutte contre la corruption. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental parce que ça nous a fait énormément de mal dans les années passées. Et concernant la situation de Salvador, je crois que le cas du président Bukele, c'est le cas des présidents qui utilisent les espaces démocratiques pour construire une société, un régime politique tout à fait autoritaire qui concentre le pouvoir. Et il faut absolument s'opposer à ce type de régime. Alors, je vais mettre une dernière question de RGB à nouveau. L'OCDE pourrait-elle aider votre région? Donc, j'imagine que c'est sous-entendu la région latino-américaine. L'OCDE, donc, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Je crois que vous savez, l'OCDE n'a pas une très bonne presse au niveau des forces progressistes en Amérique latine. Il y a seulement 3 ou 4 pays, 3 pays, je crois, 3 pays de l'Amérique latine, 3 ou 4 qui appartiennent à l'OCDE. C'est le Mexique, le Chili. Je vois que c'est aujourd'hui aussi la Colombie et peut-être le Costa Rica. Je crois qu'il n'y en a que 4. Or, moi j'ai une vie plutôt positive. Par exemple, lorsqu'on voit toutes les analyses qu'est en train de faire l'OCDE sur la fiscalité, ce sont des analyses qui vont dans le sens des positions plus progressistes. Il s'insiste beaucoup sur la nécessité de réforme fiscale, il s'insiste beaucoup sur la nécessité de dépasser
les modèles de croissance purement extractivistes. De ce point de vue-là, je crois que l'OCDE peut nous aider à sortir de la situation actuelle. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vais conclure en vous posant une dernière question. C'est, puisqu'on parle des rapprochements possibles entre le bloc Union européenne et le bloc latino-américain, on a bien vu que niveau politique, c'était parfois compliqué, qu'au niveau économique, ça pouvait être complexe aussi, puisque, ben, comme vous l'avez dit, les accords de libre-échange, par exemple, Union européenne, Mercosur sont critiqués à la fois du côté européen et à la fois du côté latino-américain. Donc, est-ce qu'il y a un autre moteur possible? C'est que pensez-vous des institutions culturelles, telles que nous, par exemple, les universités, les écoles? Est-ce que les institutions culturelles peuvent être un moteur dans le rapprochement entre ces deux blocs? Christophe, vas-y. Ok. Ah oui, moi je pense que ça reste un vecteur, un véhicule qui est solide et sur lequel, à travers lequel beaucoup de choses sont possibles entre l'Europe et l'Amérique latine et j'ai envie de dire singulièrement d'ailleurs entre la France et l'Amérique latine en matière sur ces dossiers-là. Je parle là pour la France. Je veux dire, c'est en Amérique latine qu'il y a le plus de locuteurs apprenant le français. Aujourd'hui, en Argentine, au Brésil, il y a beaucoup de choses qui existent déjà hein, avec les alliances françaises, etc. Enfin, il y a une demande assez forte sur le plan culturel de la langue française, de la culture française au sens large du terme. Donc oui, je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire qui sont tout à fait enviables, y compris en matière encore de rapprochement et d'harmonisation des titres universitaires, etc. Alors, beaucoup de dispositifs, et je ne suis pas un spécialiste hein, honnêtement, mais beaucoup de dispositifs existent déjà en la matière. Il faut les faire vivre et il faut les développer, les renforcer. Mais je sais que par exemple sur la question linguistique, il y a vraiment beaucoup à faire entre la France et l'Amérique latine. J'ai toujours pensé par exemple que on a en Amérique latine des ambassadeurs itinérants, si j'ose dire, des ambassadeurs naturels de la France qui sont les enseignants du français en Amérique latine. C'est un public énorme en Amérique latine. Hein. Je parle bien sûr des Français qui sont là-bas qui enseignent, mais je parle de tous les Latino-Américains qui apprennent le français et qui l'enseignent aussi. Il y a une masse de gens en Amérique latine qui sont pour la France autant de personnes qui sont très insérées d'ailleurs dans les tissus sociaux locaux. Hein, je pense à l'Argentine encore une fois ou au Brésil, avec lesquels la France pourrait certainement nouer des dispositifs plus rapprochés avec cette communauté-là pour pouvoir faire rayonner et utiliser la culture comme biais de rapprochement entre nos sociétés. Donc ça, oui, je pense que c'est très important. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi pour améliorer peut-être les conditions d'arrivée des étudiants latino-américains en Europe, au sein de l'Union européenne. Ça, je crois que c'est un dossier aussi qui mériterait d'être fouillé, travaillé. Comment faire pour que les étudiants latino-américains, dans leur diversité, puissent venir étudier en Europe sans trop passer par un parcours du combattant et un traitement migratoire parfois compliqué, voire assez décourageant. Hein, donc, qu'est-ce qu'on met en face de ça? Comment on organise cela? Voilà, ça, c'est des questions, à mon avis, aussi, qui sont aujourd'hui à mettre dans le paquet. Donc, je partage tout à fait l'avis de Christophe. Je crois qu'il faut trouver des nouvelles voies et il faut aussi faire participer de nouveaux acteurs. Il y a les universités, les mouvements syndicaux, les artistes. Je crois que nos relations ne doivent pas seulement se réduire aux relations entre les gouvernements. Il faut aller au-delà d'une approche purement étatique, de façon à ce qu'il y ait une approche qui puisse incorporer, comme je disais, de nouvelles voies et de nouveaux acteurs.
Mais de toute façon, je crois que la concertation politique, ça reste fondamental. Pour l'Amérique latine, la priorité, c'est la reprise, c'est la reconstruction politique, c'est la reconstruction du tissu productif, c'est la reconstruction aussi de ces institutions d'intégration. Et pour cela, je crois qu'il faut absolument un partenariat solide et stratégique avec l'Union européenne parce que nous avons des relations historiques, des relations culturelles très fondamentales, mais nous avons aussi des intérêts communs. Dans cette dispute entre la Chine et les États-Unis, nous devons préserver notre autonomie. Et pour cela, je crois qu'il faut avoir une force qui soit importante et qui puisse nous garantir de nous insérer de cette façon-là, d'une façon autonome et non pas d'une façon subordonnée. Et pour cela, je crois qu'il faut absolument travailler dans le sens de la convergence des politiques entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Et de ce point de vue-là, je crois que ce débat est une petite contribution dans ce sens-là. Très bien. Eh bien, nous allons conclure maintenant avec vos mots. Je vous remercie, Christophe Ventura, Carlos Ominami et tous les participants d'avoir participé à cette conférence dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, je le rappelle. Et donc, cette conférence sera visible. On a beaucoup plus d'inscrits que de participants, mais c'est normal. Nos conférences sont visibles ensuite a posteriori. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas participer, ils pourront la revoir. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi pour vous, Carlos, depuis le Chili. Et à très bientôt donc à Albi. Encore merci à vous pour cette opportunité et l'organisation. Et merci beaucoup. À bientôt. Et à toutes et à tous. Au revoir, Carlos. Merci, au revoir. À bientôt.